Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de Questions d'actu. La rentrée scolaire tant attendue va finalement avoir lieu dans une dizaine de jours pour le cycle primaire en premier lieu et sera suivie le 4 novembre par les classes supérieures. Les écoles, les universités et autres établissements d'enseignement ont fermé dans la plupart des pays, touchant ainsi près de 90% de la population d'élèves et d'étudiants dans le monde. La reprise de l'école est inéluctable. L'apprentissage s'en trouve ralenti, tout comme l'intégration sociale entre les enfants et l'inclusion sociale. Quelles nouvelles approches seraient nécessaires pour faire face à cette situation nouvelle et comment les choses vont-elles évoluer? En Algérie, les écoles primaires, je vous le rappelle, les collèges et les lycées sont fermés depuis le 12 mars dernier à cause de la pandémie du coronavirus, la Covid-19. L'année scolaire 2019-2020 n'est pas allée à son terme. Tout cela n'est pas sans conséquences sur l'avenir des apprenants qui ont également été impactés sur le plan psychologique. Le ministère de l'Éducation nationale a publié hier soir les mesures à mettre en place pour assurer une rentrée scolaire sereine. Nous en parlerons avec nos invités. Nous accueillons sur ce plateau Madame Samia Mezaïb. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de la coopération au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous avons également avec nous Monsieur Amara Mohand. Bonsoir. Vous êtes pédagogue et conseiller principal d'orientation scolaire. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Amara. Monsieur Mouroub Houssine, bonsoir. Vous êtes président de l'association d'assistance scolaire des Wilayas du Centre. Merci d'être là. Et Monsieur Djiloul Chenouf, vous êtes représentant de l'association nationale des parents d'élèves. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. Alors les cours en classe, l'intégration sociale, l'inclusion sociale entre les enfants et les jeunes sont extrêmement importants pour la société. Les parents s'inquiétaient de l'impact de cet arrêt forcé sur l'avenir de leurs enfants. L'annonce de la rentrée scolaire a été accueillie avec un sentiment mitigé entre soulagement et aussi peur de cette maladie. Tout d'abord, Madame Mezaïb, ma question s'adresse à vous. Pouvez-vous nous expliquer d'abord pourquoi avoir tant attendu pour annoncer la rentrée scolaire et pourquoi n'est pas unifié pour tous les paliers? Pourquoi ce choix? En fait, cette année, c'est une année exceptionnelle vu la situation que traverse le monde entier. En fait, donc nous ne sommes pas le seul pays. Donc, avec cette pandémie, il fallait donc prendre toutes les précautions. Cette pandémie que nous vivons, donc, elle nous a mis devant un fait accompli. Donc, il va falloir vivre avec ce virus et en même temps continuer nos activités quotidiennes, entre autres l'enseignement. Effectivement, l'école a été fermée. On a réouvert la fin du mois d'août pour les candidats aux examens. Et nous avons pu passer les deux examens nationaux, le BEM et le baccalauréat, au mois de septembre, dans des conditions très favorables d'une manière générale. Donc, ça a été comme une première expérience pour la rentrée scolaire. En fait, donc, on se retrouve, donc, comme je viens de le dire, devant deux situations. La maladie qui est là et en même temps reprendre les cours. Et il va falloir concilier les deux et trouver des moyens qui puissent assurer une rentrée saine et sûre pour les enfants et aussi pour le personnel de l'éducation nationale. Et pourquoi ne pas avoir unifié les deux rentrées? Pourquoi le primaire précède le palier du secondaire et du collège? Tout se fait d'une manière progressive, exactement. D'abord, il faut se dire aussi que actuellement, il y a des établissements scolaires d'enseignement secondaire et du moyen qui sont déjà mobilisés pour la correction du baccalauréat. Oui. Déjà, nous avons des établissements qui ne sont pas encore prêts pour ouvrir et commencer un enseignement. Les écoles primaires, elles sont déjà libres depuis un bon bout de temps, donc il y a des mesures qui ont été prises pour le nettoyage, la désinfection, etc. Et donc, on commence d'une manière progressive avec le primaire et ensuite on passe au moyen et au secondaire.
Donc ça laisse le temps aussi pour les autres chefs d'établissement de voir comment ça se passe, voilà, et puis de se préparer pour cette rentrée. Alors est-ce qu'on a une idée aujourd'hui sur l'impact qu'a eu l'arrêt de ces 7 ou 8 mois sur l'enfant? Vous me disiez tout à l'heure, M. Mouroub, 15 jours, quand il revenait après les vacances de 15 jours, on sentait qu'il y avait déjà un décrochage de l'enfant et qu'il fallait reprendre les révisions. Là, 7 mois. Monsieur Amara, votre avis sur la question? Le décrochage scolaire, comment rattraper et faire en sorte que l'enfant se réintègre l'école d'une manière sereine et sans quitter l'école, hein, éviter... Bien sûr, sur ce sujet, bien sûr, il faut se focaliser toujours sur l'état d'esprit des élèves, Oui. sur le côté psychologique, l'acquisition, l'assimilation, etc. L'élève, depuis le 11 mars, est à la maison. Nous, en tant qu'équipe administrative et pédagogique, on est sur place, on est sur le terrain depuis le 19 août. On a pris en charge les élèves des classes d'examen de 4e année moyenne et du baccalauréat. Vous avez pris en charge sur le plan psychologique? Oui, sur le plan psychologique et pédagogique. Oui. Depuis le 25 août jusqu'au 10 septembre, concernant les classes du baccalauréat. Et du 19 août jusqu'au le 3 septembre, concernant les classes du BE. Alors, on est sur place, on est en train de préparer l'année scolaire 2020-2021 en tant qu'équipe administrative et pédagogique pour bien prendre en charge les élèves qui vont intégrer, Inch'Allah, le cycle primaire le 21 octobre et le cycle moyen et secondaire pour le 4 novembre, Inch'Allah. Alors, on a fait un plan de travail en ce qui concerne les élèves qui vont rentrer, Inch'Allah, le 4 novembre, concernant la prise en charge psychologique et pédagogique. Oui. C'est-à-dire qu'il y aura des équipes de psychologues sur place au niveau de tous les établissements? En tant que conseiller, je suis psychologue. Oui. En tant que conseiller, au bien niveau sûr. de votre établissement, Oui. est-ce que c'est possible de réaliser ça au niveau de tous les établissements? Bien sûr, on a des conseillers dans chaque établissement. Dans chaque établissement secondaire et dans chaque établissement moyen. Alors, on prend en charge cet élève qui va intégrer, Inch'Allah, l'école primaire le 21 octobre et qui va intégrer le cycle moyen le 4 novembre et aussi le cycle secondaire le 4 novembre. On les reçoit, on fait des entretiens individuels, des entretiens de guidance psychologique. On les reçoit, on fait des groupes de parole, des dynamiques de groupe, etc. C'est pour les aider, les soutenir et surtout pour les motiver afin de faire une bonne, Inch'Allah, une bonne année scolaire. Les motiver, c'est important. Justement, aujourd'hui, c'est sur ça que devra s'appuyer un peu la stratégie de l'école, motiver l'élève à reprendre ses cours. Le décrochage scolaire, c'est un peu la crainte de tous les parents, vous en tant qu'association parents d'élèves, vous en tant qu'association d'aide également. C'est un peu la crainte aujourd'hui que l'enfant ait du mal à réintégrer l'école, ou à poursuivre ou à suivre ses cours. Nous, en tant qu'association, on complète l'idée du collègue là, concernant ce soutien et sensibilisation, prise en charge psychologique. Qui a un impact négatif sur le plan pédagogique, sur le plan psychologique. Donc nous, en tant qu'association, d'ailleurs, j'ai programmé une réunion demain avec le conseil scientifique, constitué de médecins, de psychologues, des médecins des UDS. Nous allons tracer un programme d'action pour assister l'élève durant cette rentrée exceptionnelle 2020-2021. Donc, nous allons coordonner avec le directeur des éducations des wilayas du centre, là où il y a un délégué dans chaque wilaya, et on sort sur le terrain pour voir l'élève, comment il le reprend, comment il est psychologiquement, en lui attribuant des masques, des gels hydroalcooliques, et lui donner une conviction que cette pandémie, que cette Covid-19 n'est qu'un passage. Il faudra apprendre à vivre avec. Passage, on ne le sait pas encore, non, mais il faudra apprendre à vivre avec. L'élève, il faut le convaincre que le rassurer. Il faut le rassurer que cette maladie est passagère. Oui. Ça sera une grippe comme toutes les grippes, et l'élève, il est rassuré, il va vivre avec,
Et nous, on est derrière l'élève, on Il faudra qu'ils l'assiste. suivent quand même les mesures barrières en prenant conscience Bien que sûr, la en maladie est respectant les toujours mesures là. barrières. Voilà. C'est ça notre rôle. Décrochage scolaire, crainte de l'association des parents d'élèves, j'imagine, pour tous les parents d'élèves aujourd'hui qui se révoltaient de voir leurs enfants à la maison pendant 7-8 mois sans cours. On ne va pas se mentir, peu d'entre eux, peut-être, on peut réellement reprendre les cours à la maison, être assidus et sérieux. Ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Il y a 9 millions d'élèves aujourd'hui, c'est la crainte. Bon, bonsoir. Ce n'est pas vraiment une crainte parce que ça fait depuis quelque temps qu'on est en train de se préparer, c'est-à-dire c'est quand même la rentrée, c'est quelque chose d'inéluctable. Bon, que ce soit le début mars ou bien le début septembre ou le début octobre, donc on attendait quand même à une rentrée. Donc la majorité des parents, ils se sont préparés pour cette rentrée. On a lancé à travers la majorité des masses médias, les télévisions, les radios, à travers le territoire national en tant qu'association pour les parents afin qu'ils préparent leurs enfants pour cette date. Maintenant, nous sur le terrain, on a contacté pas mal de parents qui sont déjà réinitialisés, si je peux utiliser le terme. Oui, c'est ça. On va rebooter. Leurs enfants à la rentrée scolaire, c'est quand même, on a vu, c'est-à-dire, on a vu des tournées dans des marchés, on a vu des parents qui sont en train d'acheter quand même des affaires scolaires pour leurs enfants. Ah oui, maintenant tout le monde s'y prend. Oui, c'est-à-dire on est déjà dans le bain. Oui. Mais c'est pour l'enfant. Aujourd'hui, on rentre fin octobre. Excusez-moi, je vous interromps, mais je vais vous laisser la parole. On a quand même perdu 2 mois sur le premier trimestre, qui est censé être le plus long. Donc rattraper, on a beaucoup à faire aujourd'hui. Rattraper l'année le troisième trimestre de l'année passée et le mois de cette année. Les 2 mois qu'on a ratés. Mais voilà, donc on a aussi les dernières décisions du ministère de l'Intérieur, si je me trompe, Madame elle est là pour me corriger. Il y a de l'éducation. Oui. Voilà, de l'éducation. On a annulé les vacances de l'automne, qui d'habitude c'était une semaine. On a réduit les vacances de l'hiver, on a réduit les vacances Alors justement, c'est la tutelle qui va nous donner juste cette crainte de la rentrée. Oui. Il n'y a que le parent. Plus précisément, c'est la maman qui peut, c'est-à-dire donner confiance à son enfant. Il faut donner le rôle au papa maintenant dans l'école. Oui, je sais, mais c'est la maman. Mais c'est la maman qui donne plus de confiance à son enfant pour qu'il puisse y aller à l'école sans crainte. C'est-à-dire il faut que les parents expliquent à leurs enfants, quand même, c'est vrai que c'est une maladie qui peut causer des dégâts, entre guillemets, mais les parents doivent expliquer à leurs enfants, sensibiliser également les sensibiliser, qu'ils prennent les conditions, les mesures nécessaires pour éviter la maladie, mais il faut expliquer, je lance un appel aux parents, afin d'expliquer à leurs enfants que, c'est-à-dire la rentrée, ce n'est pas quelque chose de grave ou quelque chose qui peut causer des dégâts. C'est une rentrée un peu spéciale, mais quand même, c'est une rentrée des mesures ont été mises en place, justement. Nous espérons qu'elle soit une rentrée la plus naturelle, la plus normale possible. Voilà, justement, je disais donc des mesures ont été mises en place pour éviter qu'il y ait trop de cas de contamination, parce que c'est la crainte que les cas de contamination augmentent, vu que le taux d'occupation des classes est assez important, des écoles également. Des mesures ont été mises en place, je le disais, un troisième trimestre à rattraper, 2 mois de retard pour le premier trimestre, 1 mois seulement de cours pour le deuxième trimestre, selon le planning qui a été dévoilé par le ministère de l'Éducation nationale. Comment aujourd'hui, sur quoi se tape votre stratégie pour tenter de donner le maximum d'informations? Sur quoi se base votre stratégie, Madame Ezaïb? Merci. Donc, d'abord, avant de parler des aspects pédagogiques, toujours dans la même continuité, c'est qu'il faut rassurer les parents et toute la société que pour cette rentrée scolaire, il y a un protocole de prévention sanitaire qui a été réalisé avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé, et donc qui est où toutes les mesures sont consignées dans ce protocole concernant la sécurité et la protection des enfants et du personnel d'éducation nationale. Alors sur papier, excusez-moi de vous interrompre, c'est très clair, mais sur le terrain, comment appliquer? Oui, justement. Donc c'est un protocole qui a été déjà utilisé, appliqué quand on a réouvert les écoles à la fin du mois d'août, qui a été aussi appliqué lors des examens nationaux, et aussi nous avons aussi un protocole spécifique pour la réouverture des écoles et la poursuite de l'enseignement.
toutes les directives qui concernent la distanciation, comment... Alors, ce n'était pas 9 millions d'élèves pendant les examens. Oui, là, oui, le flux est mais beaucoup plus important. il y a donc, comme on appelle, donc, des mesures qui sont prises par rapport à l'entrée et sortie des élèves, il y a des affiches, des orientations, il y a aussi, comme on appelle, l'aération des classes, le nettoyage, etc. Donc c'est toute une suite de dispositions qu'il va falloir mettre en œuvre au niveau des établissements. Donc chacun doit, comme on appelle, appliquer ces mesures, que ce soit l'enseignant ou le chef d'établissement ou tout le personnel, y compris les élèves. Donc il y a des campagnes de sensibilisation. Même on a demandé au chef d'établissement de sensibiliser aussi les parents d'élèves, pour déjà aux parents aussi de sensibiliser son enfant. Déjà à l'école, il doit porter un masque, il y a le nettoyage des mains, etc. etc. Alors Madame Ezaïb, j'ai lu à peu près les mesures que le ministère de l'Éducation a préconisées pour la rentrée scolaire, notamment sur la disponibilité du gel dans les écoles. On sait peut-être que les associations vont m'appuyer ou pas. Même on connaît l'état de nos établissements aujourd'hui, parfois l'eau n'est pas disponible dans les sanitaires. Est-ce que cela peut aujourd'hui être... On peut pallier à cela? Est-ce que cela dépend des collectivités locales? Écoutez, là l'État a mis le paquet. L'État a mis le paquet à travers toutes les instances, donc pour justement réussir cette rentrée scolaire et mettre à la disposition des établissements tout le matériel et tous les produits nécessaires de nettoyage, ce qui relève des collectivités locales, ce qui relève aussi de la wilaya. Donc il y a pas mal donc un arsenal donc de matériel et de produits. Tout le monde s'y met pour pouvoir garantir une rentrée scolaire et avoir tous les dispositifs de protection. Alors ça, c'est pour le côté hygiène. Vous préconisez également une distanciation d'1,5 mètre. Oui, alors le personnel, bien sûr, oui, et les élèves. Justement, donc c'est ça, on rentre justement dans les dispositions qui sont prises pour l'organisation de l'enseignement au sein des établissements scolaires. Donc c'est une rentrée exceptionnelle, ça va être une année scolaire exceptionnelle, comme dans le monde entier. Donc ce qui est proposé, c'est donc de travailler en alternance. De travailler en alternance comment? C'est-à-dire que nous avons des divisions pédagogiques, on ne peut pas ouvrir l'école avec l'ensemble des élèves qui sont inscrits. Nous sommes obligés de prendre à peu près 50% de l'établissement dans la journée. C'est-à-dire que la division pédagogique, ce qui est connu chez la population, donc la classe, est divisée en deux groupes. Ce qui est appliqué déjà dans certains établissements, la double vacation. Oui, mais là c'est en fait, y compris les établissements qui fonctionnent habituellement en simple vacation, la division pédagogique est divisée en deux. Elle s'applique quand la classe dépasse les 35 ou 40 élèves? Donc c'est maximum 24 élèves. C'est des groupes de 20 à 24. élèves. C'est des groupes de 20 à 24. Qui ont ce nombre ne sont pas touchés par la double, ne sont pas divisés. Alors je m'explique pour ça, parce que les situations donc dépendent des établissements. Donc là, les directives, c'est de travailler en alternance, de diviser donc la division pédagogique en deux groupes, donc des sous-groupes entre 20 et 24 élèves. Donc je prends par exemple le cas du primaire où l'établissement fonctionne en simple vacation. Donc nous avons un groupe qui a cours donc la journée, la matinée et l'après-midi, et le deuxième groupe travaillera le lendemain. Et l'autre, c'est-à-dire il ne vient pas à l'école. Donc c'est 1 jour sur 2, sur les 5 jours de la semaine. C'est-à-dire de dimanche plutôt à jeudi. L'enfant a un horaire allégé? L'enfant, il y a eu donc le volume horaire hebdomadaire qui a été revu à la baisse. Donc, qui est passé à 12 heures Qui est à peu près donc, 12 heures, 14 heures. Donc c'est, comment dirais-je, donc il y a de nouvelles... répartition donc des apprentissages qui ont été élaborés en fonction de cette organisation et qui s'étale au courant de l'année. Et pour la double vacation? Et quand l'établissement est en double vacation, bien sûr la division pédagogique est divisée en deux sous-groupes. Et là, on travaille sur les 6 jours de la semaine. On ne peut pas y échapper. C'est-à-dire de samedi jusqu'à jeudi. Sinon, on ne peut pas faire autrement. On peut se retrouver avec 4 classes d'un seul niveau.
il est déjà divisé Mais vous en deux groupes. vous avez le groupe qui d'habitude travaille la matinée, par exemple. Par exemple, je prends le dimanche matin, il y a un groupe, il est divisé en deux. L'après-midi, donc c'est l'autre vacation qui commence. Et ensuite, on alterne le lendemain. Celui qui a eu cours l'après-midi, le lendemain reprend la matinée. Une organisation assez compliquée. On va y revenir. Mais quel impact pour l'élève? Bon, peut-être qu'il va se retrouver avec des horaires un peu plus allégés. Mais sur les parents d'élèves aussi, ça a un impact. Il faut qu'il y ait une organisation, puisqu'on se retrouve à sortir toutes les 2 heures pratiquement, à revenir récupérer l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a une implication aussi du parent d'élève. Oui, c'est une obligation, on ne peut pas faire autrement. Les parents ne vont pas travailler en alternance comme leurs enfants. Non, mais maintenant c'est un parent d'élève, c'est-à-dire son souci principal, c'est son enfant. Il n'y a pas, c'est-à-dire récupérer son enfant. Les parents qui sont obligés de travailler, les 2 parents qui travaillent. Il faudra trouver d'autres solutions palliatives. Des solutions palliatives ou des solutions de substitution. Mais généralement, on a remarqué que la majorité des élèves, quand ils sortent à 11h30, surtout parce qu'on part de récupérer ses enfants, c'est pour le primaire, parce que pour le collège et le lycée, généralement, le problème ne se pose pas. Pour le primaire, on a remarqué qu'à 11h30, la majorité des parents ne viennent pas récupérer les enfants. L'enfant est tout seul à la maison et il revient à 13h ou à 13h30. On a remarqué ça. Les parents, ils viennent le matin pour déposer l'enfant et ils reviennent le soir à 5h. Mais à midi, généralement, ce n'est pas le problème. Où est-ce qu'il reste alors les enfants? Je vous l'ai dit, non. Par là, en fait, ce n'est pas d'aller chercher l'enfant toutes les 2 heures. Parce qu'en fait, quand l'établissement habituellement est en simple vacation, bon, l'enfant, il a cours toute la journée. Même si le groupe est divisé en 2, aujourd'hui, le sous-groupe a cours toute la journée de dimanche et le lendemain, c'est la deuxième partie du groupe qui a le cours. Et en double vacation. Voilà. Donc en double vacation habituelle, c'est soit la demi-journée. Et maintenant, on donne la chance parce qu'en fait, l'enfant, s'il a cours les matinées, ce ne sera pas tout le temps la matinée. Donc, il va falloir alterner sur 2 semaines aussi. Celui qui avait cours la matinée, la semaine d'après aura cours l'après-midi pour essayer de donner les mêmes chances aux enfants pour travailler la matinée et travailler les après-midi. Donc, en fait, il n'y a pas de déplacement toutes les 2 heures. Le volume horaire, c'est-à-dire l'organisation dans la journée est la même. Les enfants continuent à sortir à 11h15. La matinée commence à 8h à 11h15, donc et l'après-midi. Et quand c'est en double vacation, quand l'établissement est... un jour sur 2. Exactement. Exactement. Donc il n'y a pas... La circulaire, elle est claire. Les dispositions dans la circulaire, les emplois du temps, il y a même des modèles types d'emploi du temps qui sont proposés au chef d'établissement. Donc ça n'altère pas, c'est-à-dire l'organisation des parents par rapport à... Ils devront travailler un jour sur 2. Et vous avez aussi l'autre partie où les enfants sont... on leur demande de faire d'autres activités, on en parlera. Oui, on va en parler. Alors, Monsieur Amara, est-ce que ce n'est pas l'occasion de dégraisser un peu les programmes, ce qui va un peu se faire pour une progression un peu plus intelligente des leçons? Aujourd'hui, on dit qu'on doit se baser sur les leçons de base. Est-ce que finalement, sur le plan pédagogique, ça n'a pas un meilleur impact sur l'enfant? Oui, bien sûr. En premier lieu, il faut toujours respecter le protocole sanitaire, le port du masque. Ah oui, obligatoire l'obligation du port du primaire? Non, c'est pas le... Oui, c'est pour le... Au primaire. Est-ce que c'est obligatoire pour le primaire? Moi, je parle du palier moyen et secondaire. Madame Ezaï, primaire également? C'est obligatoire pour tout le monde. Le port du masque. Oui. Le port du masque, oui. Oui. Et en deuxième lieu, c'est la distanciation d'1,5 mètre, le gel alcoolisé, etc. Concernant cette question... est pris en charge du point de vue pédagogique. Bien sûr, c'est le moment de revenir au programme allégé. Programme allégé. Oui, finalement, ça a été l'occasion pour aller plus vite vers... C'est l'occasion d'alléger les programmes, surtout dans les paliers primaires. Dans le palier primaire, dans quelques matières scientifiques, dans quelques matières littéraires, et autres matières qui sont par exemple des matières de deuxième degré, entre guillemets. Alors qu'est-ce qu'on parle là justement d'allègement des cours? C'est quoi? Qu'est-ce qui sera touché? En fait, toutes les disciplines sont enseignées, mais s'il y a une répartition des apprentissages,
donc qui sont basés, donc l'enseignement est basé sur les apprentissages fondamentaux. Et donc, Est-ce qu'on va favoriser des matières non, par non, rapport à non. d'autres? Toutes les disciplines sont maintenues. C'est à l'intérieur des programmes où il y a une réorganisation des apprentissages tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on peut enlever quelques leçons et même garder l'essentiel. si au niveau du volume horaire hebdomadaire, il y a réduction, mais il faut se dire aussi qu'il y a eu réduction des congés scolaires. Oui. Il y a eu donc, en fait, les apprentissages durent tout au long de l'année. Et donc, ça permet à l'enfant de travailler avec l'enseignant. D'acquérir les notions les plus importantes. Oui, Monsieur Chenouf. Moi, je ne suis pas pédagogue, loin de là, mais je ne vois pas pourquoi, par exemple, dans cette situation qui est exceptionnelle, par exemple, pourquoi enseigner les mathématiques pour une classe de littéraire au lycée? Pourquoi enseigner l'histoire géo pour une classe de mathématiques au lycée? Ça, c'est un autre débat, je pense. Mais est-ce que les Oui, mathématiques, je on peut pense, s'en passer? je vois, C'est moi, pas- en tant que parent d'élève, Oui, matière secondaire. matière secondaire par rapport à Vous la êtes pour filière. l'élimination de certaines matières. Dans cette situation exceptionnelle, Oui. je ne parle pas, une fois que la situation revient à la normale, on revient à la normale. Mais dans cette situation exceptionnelle, je ne vois pas pourquoi enseigner les mathématiques à une classe de littéraire et je ne vois pas pourquoi enseigner l'histoire géo pour une classe de maths LM. Je vous laisse répondre. Toutes les disciplines sont très importantes parce qu'en fait, il faut aussi penser, d'abord c'est un enseignement général, Oui. secondaire général. Donc nous sommes tenus d'offrir à nos enfants, à nos jeunes, toutes les disciplines qui sont nécessaires, qui vont lui servir à l'université. Je prends les cas des littéraires. Pourquoi on enseigne les mathématiques? Eh bien, il y a des filières littéraires à l'université qui demandent des statistiques et des mathématiques. Donc, ce n'est pas comme un mathélim ou un scientifique, c'est vrai, mais c'est des notions qui sont très importantes, qui vont lui servir dans son cursus universitaire et professionnel. Donc, on ne peut pas se permettre d'éliminer une matière par rapport à une autre. Sur quelle base nous allons dire que cette matière-là est plus importante? Par contre, à l'intérieur des programmes, oui, je peux travailler mes programmes, sachant que nous avons des programmes qui sont établis sur des cycles d'enseignement. Donc, ce que je peux faire durant cette année, je reviendrai aussi tout à l'heure, peut-être maintenant, par rapport aux apprentissages qui étaient prévus lors du 3e trimestre et septembre-octobre. Tout ça est pris en charge. Nous n'allons pas élaguer ces parties de programme. Au contraire, elles sont réintroduites dans les programmes durant toute l'année. C'est-à-dire que s'il y a une notion que je devais faire au 3e trimestre, par exemple en mathématiques, je la reprendrai au courant de l'année, là où il le faut. Je ne vais pas commencer directement en novembre. Le programme de 3e trimestre, et ensuite, non. Oui. Tout est lié à l'intérieur. Donc, ça a été le travail des pédagogues, des spécialistes. Ça a été fait, donc des fiches spéciales ont été remises aux enseignants, chefs d'établissement. La question que je me pose, c'est comment rattraper l'élève durant cette rupture de 7 à 8 mois. C'est-à-dire qu'il y a des programmes inachevés. Ils ne sont pas achevés et on va entamer un nouveau programme. Alors que les leçons, c'est une chaîne. Maintenant, on doit chercher des solutions éventuelles. Comment le rattraper, cet élève? Comment rattraper l'élève? Donc, il faut trouver des solutions possibles. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous préconisez, vous? Oui. Vous avez des solutions? C'est programmation d'un dispositif de rattrapage, prendre l'essentiel du programme non achevé, par exemple. Organisation hebdomadaire des journées pédagogiques au profit des enseignants. Et puis trouver le temps libre pour ce rattrapage. Alors justement, c'est ce que disait à l'instant Madame Mezaïb, que l'essentiel... Les nouveaux plans d'apprentissage qui ont été élaborés, qui sont envoyés au niveau du terrain, où tout ça est pris en charge. Et même les samedis seront inclus, les mardis après-midi. Là, samedi, on en parlera. Mardi après-midi. Non, je parle maintenant du programme d'enseignement. Les plans d'apprentissage, tous les parties des programmes qui n'ont pas été enseignés au 3e trimestre, donc sont intégrés dans ces plans d'apprentissage. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire sentir à l'enfant que voilà, ça c'est le 3e trimestre, donc je travaille aujourd'hui cette partie-là que vous deviez faire au 3e trimestre et je continue. Il n'y a pas de coupure. Tout est enchaîné, tout est lié. Donc, nous avons, comme on appelle, nos programmes qui sont faits sur la base des cycles d'enseignement. Le programme a dû être réduit, forcément, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve avec déjà 2 mois. Je vous ai dit, on amputés. travaille sur les apprentissages fondamentaux, qui est essentiel,
qui sont nécessaires pour l'enfant et pour la poursuite de son cursus scolaire prochain. Donc voilà qu'est-ce qui est pris en charge. Monsieur Mourou, parlez-nous un peu de votre association, puisque vous organisez également des séminaires régionaux pour sensibiliser. Aujourd'hui, vous avez cette pandémie sur laquelle vous devez axer un peu plus votre travail. Vous sensibilisez également les enseignants et les parents. Oui, tout à fait. Comme je viens de le dire tout à l'heure, j'ai une réunion demain mardi avec le conseil scientifique. Nous allons tracer un programme d'action. Et surtout pour une rentrée exceptionnelle, donc nous allons nous baser sur le côté psychologique. Donc les psychologues, ils sont présents, on va se déplacer, on va organiser des séminaires au niveau des wilayas. Chaque wilaya, on peut organiser, sensibiliser, on va inviter les parents, le corps enseignant, il sera présent et nous allons parler comment assister l'élève, comment l'aider, comment lui apprendre à vivre comment avec cette l'assister, puisque vous faites dans l'assistance scolaire également. Et bien sûr, on vient en aide à ces élèves, on leur attribue des masques, des gilets. Alors, puisque le port du masque est obligatoire aujourd'hui, cela nécessite également nous l'avons prévu, nous un budget. Nous allons distribuer des masques pour à chaque délégué. Le ministère ne prend pas, ou les écoles ne prennent pas en charge les masques, seulement le gel hydroalcoolique. En fait, pour la disponibilité, tout dépend des moyens. Oui, non, tout dépend des moyens des établissements. C'est-à-dire que maintenant, l'État a mis le paquet, a donné des instructions, a mis, comment dirais-je, donc tout l'arsenal qu'il faut au niveau des collectivités locales, au niveau donc des instances qui se chargent de ça. Parce que sur les mesures énoncées, l'élève sans masque est refusé à l'entrée. Et maintenant, il y a aussi la participation des parents pour acheter un masque. On va continuer pas le tablier cette fois-ci, c'est le masque. Écoutez, c'est pour la protection de chacun de nous. Donc maintenant, c'est devenu, je pense que le masque est devenu dans notre vie quotidienne depuis maintenant le mois de février-mars que nous portons un masque. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est en nous maintenant. Ce masque. Pour les enfants, se pose peut-être pour le primaire, c'est un peu plus compliqué. Étant directeur ancien et doyen, donc surtout au primaire, quand il y a récréation. Oui. La question se pose. Comment on fait pour que ces élèves ne se rencontrent pas, ne se contaminent pas? Et gardent un mètre et demi de distance. Oui, et surtout qu'il y ait des porteurs sains. Donc, il peut quand même contaminer ses parents. C'est un peu le risque aujourd'hui. C'est l'enfant qui contamine l'adulte et vice-versa, mais pas les enfants entre eux. Le risque n'est pas là. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Donc, comment gérer cette situation? Il faut vraiment mobiliser un dispositif important. Oui, monsieur Chenou. Moi, je veux revenir sur ce problème de masque. Étant donné que chaque année, les établissements prennent en charge ce qu'on appelle les élèves nécessiteux. Voilà, pour le trousse scolaire, pour le tablier. Il faut inclure les masques pour ces élèves nécessiteux. Bon, les autres parents, c'est que, mais ces élèves nécessiteux, qui avaient l'habitude c'est-à-dire d'être aidés par l'établissement, par les collectivités locales et par les directions de l'éducation à travers le village, il faut les aider en termes de masques mais qui doit prendre ça en charge? Les collectivités locales. Ceux qui avaient l'habitude de prendre en charge le trousse scolaire et tout ce qui s'ensuit, je fais appel au ministère et aux collectivités locales pour qu'ils continuent sur cette lancée et prendre en charge ces élèves nécessiteux en termes de masques et de gel hydroalcoolique. Oui. Le port du masque pour le primaire, c'est obligatoire, c'est mis en place par la commission de santé? Oui, la commission de santé, bien sûr. Dans le protocole, le port du masque est obligatoire. C'est pas compliqué de faire porter les enfants aux enfants des masques durant toute une journée? On verra avec les enfants comment ils vont s'habituer déjà avec ce masque-là, mais c'est pour leur intérêt, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Donc déjà en classe, les tables sont... Donc il y a une distance. Alors selon le protocole mis en place, 1,5 mètre, il faudrait un élève par table. Oui, parce que la classe est divisée en deux. C'est ce que je disais. Donc c'est que maintenant, on ne va pas recevoir la classe tout en entier, mais on fait des sous-groupes. Donc le groupe qui a cours aujourd'hui, donc c'est bien sûr c'est un élève par classe, plutôt par table. Et puis on a même demandé dans nos orientations pour les récréations d'un petit peu de décaler entre les petits et les grands, exactement, pour les sorties, pour que ça soit pas qu'ils ne soient pas tous en même temps. Déjà, quand on met ce dispositif, nous avons presque la moitié de l'effectif de l'établissement qui n'est pas présent ce jour-là. Donc déjà, vous diminuez
comme on appelle, la charge de l'établissement. Oui. Donc c'est beaucoup plus facile à gérer que d'habitude. Toutes ces mesures s'appliquent pour les écoles privées également. Nous parlons de toutes les écoles Bien en sûr, général. parce qu'en fait, oui, parce que dans même les écoles privées, parce qu'en fait, même si les classes, est réduit, mais oui, l'espace est plus petit. oui, le nombre est réduit. Il peut garder les mêmes élèves, le nombre entier de la classe, mais c'est le nombre total d'élèves dans l'établissement qui est important aussi. C'est là où on va jouer. Par exemple, même dans le public, pour le lycée, au niveau de l'enseignement secondaire, nous avons par exemple des filières qui sont vraiment avec des effectifs réduits, comme la filière de mathématiques, techniques mathématiques et les langues étrangères. Là, le chef d'établissement, si les effectifs sont au-dessous de 20 ou de 24, il peut garder l'ensemble de la classe. Mais c'est la présence des enfants dans l'établissement, c'est là où on peut jouer. Voilà. Oui, M. Chenou. Je vais rebondir sur ce problème qui a été soulevé par mon ami Hussein Mohob concernant les élèves lors de la récréation au niveau des cours, surtout pour les écoles primaires. On a tous remarqué, on sait tous que... Alors, les garder séparés... C'est pas question seulement de les garder séparés, parce que les enseignants, on a tous vécu l'année passée que les enseignants du primaire, ils ont refusé ce qu'on appelle, entre guillemets, les activités parascolaires. C'est important. Voilà, ils ont fait même une grève pour dire qu'on ne prenons pas en charge les élèves au niveau de la cour, au niveau de la restauration. Et cette année, on leur demande de faire un effort supplémentaire. Et on sait... Si je me trompe, vous me corrigez, on sait qu'aussi au niveau des écoles primaires, la majorité des écoles, les meilleures des écoles primaires, on n'en a que de travailleurs qui sont délégués par la commune, par les collectivités locales. Donc ce travailleur ou ces deux, ils ne peuvent pas faire tout ça. Bon, de ce plateau, je fais appel aux enseignants. Chaque fois, je fais appel aux enseignants de faire un peu cette année, un peu de bon sens et un peu de faire un effort supplémentaire. C'est-à-dire demander aux enseignants qui vont devoir gérer plusieurs groupes. Voilà, c'est-à-dire cette année, on est dans une situation exceptionnelle. Je leur demande de faire un effort supplémentaire cette année en attendant que les choses s'éclaircissent et la situation va mieux et pour aller revendiquer une deuxième fois leur droit. Oui, monsieur. Moi, je rejoins l'idée de mon ami Djiboul concernant les attributions d'aide. Oui. Notamment c'est sur ce plan-là que vous pouvez jouer. Scolaires, etc. On peut les remplacer par l'attribution des masques, qui est prioritaire. Pour ce qui est, en revanche, des enseignants, oui, il faut qu'ils fassent des sacrifices. Nous n'avons pas le choix, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Alors des sacrifices, on en a fait également sur les vacances scolaires, une semaine seulement par trimestre. Un seul mois de cours pour le deuxième trimestre. Pourquoi ne pas avoir divisé tout simplement en 2 semestres? Ce n'était pas possible. En un mois, on peut avoir un trimestre en un seul mois. Vous avez donc les vacances, là, ils reprennent le 4 novembre. Donc les congés, premières vacances d'hiver, donc c'est du 28 janvier au 6 février au soir. Et ensuite les vacances de printemps, donc c'est aussi une semaine, du 11 mars au samedi 20 mars au soir. Donc voilà. On a un seul mois pour le deuxième trimestre. Donc vous avez, et je vous ai dit, tout se joue sur les apprentissages, comment ils sont former les enseignants dans ces cas-là. Oui, aussi, il y a des fiches qui ont été envoyées, donc les inspecteurs vont prendre en charge aussi les enseignants pour pouvoir mener ces activités-là. Donc d'une manière générale, et je dirais aussi par exemple pour le cycle moyen et secondaire, il y a aussi le volume horaire d'1 heure pour la séance qui a été réduite à 45 minutes. Oui. Donc voilà, pour pouvoir un petit peu jouer travailler sur utiliser le temps d'une manière très optimum et pouvoir enseigner les apprentissages nécessaires. On va parler de cette expérience qui a été lancée durant le confinement sur les cours via la télévision, via via l'enseignement à distance. Voilà. Peut-être que ce sera l'occasion d'essayer de l'intégrer maintenant dans le cursus scolaire de manière obligatoire, puisqu'on doit réapprendre maintenant à se préparer à d'autres situations de ce genre. Vous pensez que l'élève peut réellement suivre les cours à travers la télévision, à travers l'enseignement à distance? Bien sûr, du point de vue évaluation individuelle, l'élève a toujours besoin d'enseignement à distance. Puisque c'est un effort individuel qui doit être fourni par l'élève et qui consiste à
se prendre en charge pour arriver à faire ces études soi-même. Du point de vue évaluation individuelle. Mais toujours du point de vue opération pédagogique, l'élève aussi a besoin d'être pris en charge de tout point de vue au sein des établissements scolaires. Par exemple, l'équipe, le travail d'équipe consiste à prendre cet élève du point de vue pédagogique, psychologique, toute l'équipe qui doit s'entraider avec l'apport des parents d'élèves pour bien sûr assurer la rentrée scolaire, une bonne rentrée scolaire. Concernant bien sûr l'enseignement à distance, ne remplace pas l'enseignement dans les classes. Présentiel, oui. Mais toujours est-il que l'élève a besoin de ça, de cette évaluation individuelle pour enchaîner les connaissances et bien réussir ses études. L'enseignement à distance, ce sera maintenant désormais quelque chose d'obligatoire pour le futur. En fait, ce sera, oui, il faudra l'intégrer. En fait, nous allons aussi recourir à l'enseignement à distance parce qu'en fait, les journées où l'élève n'aura pas cours à l'école, et nous avons aussi des cours au niveau de la télévision ou alors des points de YouTube comme habitués. Vous avez un peu de recul maintenant avec votre expérience. On a eu une expérience, il y a eu une évaluation. Maintenant, les cours donc, ils sont améliorés au point de vue technique au niveau de l'enregistrement et même des domaines et des aspects qu'il va falloir prendre en charge. Donc, il y a eu des directives qui ont été données aux enseignants qui sont en train de faire donc des enregistrements au niveau des wilayas. Et donc, ça va être des cours meilleurs que ceux que nous avons eus. Au niveau de la télévision, exactement, de l'enseignement. Il faudra aussi peut-être mettre fin aux inégalités. Tout le monde n'a pas accès à la télévision. Oui, allez-y, M. Chenouf. Si on veut réussir un projet, il faut se donner les moyens. Oui. On ne peut pas réussir comme ça sans se donner les moyens nécessaires. Si on voit ce qu'on appelle l'enseignement à distance, on a une seule chaîne télévision qui est spécialisée dans l'enseignement. Les autres chaînes, parfois, ils mettent une à deux séances par semaine. Bon, il y a une seule chaîne qu'on appelle El Ma'rifa. Au début, ça a été sur un satellite que nous, les parents, ne connaissons pas ce satellite. Après, c'est pas... Oui, mais le TV avait diffusé aussi des cours. On a écrit, nous, en tant qu'association, on a écrit au ministère pour que cette chaîne, maintenant, elle est sur Nilsat. Je ne fais pas de publicité, bien sûr. Elle est captée par la majorité. Oui. Le deuxième point... Donc, j'ai dit une seule chaîne, ce n'est pas suffisant. Le deuxième point, c'est via Internet. Donc, on a remarqué que le débit Internet, il est trop faible. Et puis tout le monde n'a pas accès, hein, c'est pas dans toutes les régions. Il est trop faible et c'est pas tout le monde qui a accès. Oui. Déjà, donc, sur Alger, on a du mal, alors dans les régions isolées, Donc cet enseignement à distance, pour moi, c'est-à-dire pour l'instant, il n'est pas efficace du tout. Oui, Madame Ezaïb. En fait, efficace, maintenant, il faut qu'il y ait des évaluations. Voilà, exactement. Mais ce qui est important, c'est que nous avons pu créer une chaîne spécialisée, ce qu'on n'avait pas déjà quand il fallait démarrer les cours à distance. Oui. Donc c'était les chaînes télévision habituelles. Maintenant, c'est une chaîne qui est spécialisée dans la connaissance et donc l'enseignement et l'éducation. Donc c'est là où les cours seront diffusés. Et si je vous ai dit que c'est des cours qui sont améliorés, c'est des exercices, c'est des traitements de sujets. Ce sera plus des cours de révision. Exactement, d'orientation. L'élève, ce n'est que bénéfique pour l'enfant. S'il suit ces cours-là au niveau de la télévision, ça va lui apporter un plus par rapport à ce qu'il a au niveau de... Et maintenant, bien sûr, on est là pour améliorer encore plus et voir dans le futur comment on pourrait utiliser ces moyens-là dans l'enseignement-apprentissage. Très rapidement, M. Chenouf. J'ai dit une seule chaîne, ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'elle doit s'occuper du lycée, du collège ou du primaire, de la filière mathématique, de la filière physique, de la filière lettres, filière philosophie? C'est-à-dire qu'il nous faut au moins une dizaine de chaînes pour pouvoir satisfaire les trois paliers et les différentes filières.
Ce n'est pas possible avec une seule chaîne. Je ne dis pas le Est-ce que contraire. vous pensez que les enfants... Progressivement, on arrive. Mais est-ce que vous pensez que les enfants suivent les cours? Au minimum une dizaine de chaînes. Mais est-ce que vous pensez que l'enfant peut réellement suivre un cours À travers la via télévision. télévision? Si les parents s'y mettent, pourquoi pas? Donc, il faut qu'il Si y ait les parents les s'y parents mettent, avec, oui. toujours, oui. L'élève à lui seul, l'élève à lui seul, je Et sais qu'ils qu'il ne sont va pas suivre, disponibles mais il faut également, qu'il soit assisté et guidé par ses parents. Mais une seule chaîne, je m'excuse madame, ce n'est pas... une seule chaîne, ça, c'est une goutte dans Alors, un il ne reste océan. pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, il est question d'exécuter autrement, aborder autrement, faire autrement et agir différemment. Mais les enseignants ont-ils le moyen de le faire sur le plan pédagogique, qui est très important aujourd'hui, monsieur Amara? Madame, concernant l'enseignement à distance, Oui. J'ai des collègues qui donnent des cours sur Qanat al-Ma'rifa, c'est des collègues les plus proches. Ils font des retours? Oui, la langue arabe, les mathématiques, toutes les matières. Ils sont très, très bénéfiques pour les élèves, pour nos élèves. Oui, je n'ai pas dit le contraire. J'ai des contacts avec des élèves qui... Je n'ai pas dit le contraire, j'ai dit que c'est très, très insuffisant. Qui des cours, ils sont des cours... Monsieur, non, monsieur. Non, monsieur. On va essayer de parler scientifiquement. Non, ils suivent. Est-ce qu'il y a eu une évaluation réelle? Bien sûr, évaluation réelle. Voilà. C'est l'élève qui évalue, qui suit ses cours et qui était très, très bénéfique pour l'élève, surtout pour les classes d'examen. Les élèves qui ont passé le bac dernièrement, ils disent à ce jour que les cours étaient très, très bénéfiques pour nous. C'est une nouvelle génération aujourd'hui, elle est plus Je n'ai pas dit que ce n'est pas bénéfique, j'ai télévision, dit nouvelles que c'est très, technologies. très insuffisant. Oui, voilà, oui. Mais concernant, madame, la prise en charge pédagogique, en ce qui concerne les enseignants, nos collègues les enseignants, il faut toujours qu'il y ait une adaptation pédagogique concernant toutes les matières. Les matières scientifiques, littéraires, les langues étrangères, etc. Adapter le programme à l'élève, surtout en ce qui concerne... Peut-être que maintenant les groupes sont plus petits, le travail sera plus facile pour l'enseignant. La division pédagogique est divisée en deux, sous-groupe 1 et sous-groupe 2. Alors l'enseignant va faire à des élèves de 20 à 24 élèves dans un seul groupe. Alors je dirais que c'est facile d'arriver à ces objectifs éducatif et de faire en sorte que ce message passera très bien avec les élèves, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, il nous reste peu de temps. On va peut-être aborder cette question qui a fait polémique ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Tout le monde a un peu dénoncé, enfin, certains étaient pour, parce qu'il y a même l'association des parents d'élèves qui avait demandé, des syndicats aussi, à ce qu'on revoie la moyenne du baccalauréat à 9. On dit, certains dénoncent un nivellement vers le bas. Pourquoi ce choix d'avoir baissé la moyenne à 9 sur 20? C'était une nécessité aujourd'hui de procéder au rachat à 9? Écoutez, c'est dans la continuité des dispositions qui ont été prises pour le passage d'un niveau à un autre. Donc la décision a été prise de fixer le seuil minimum de réussite au baccalauréat à 9 d'une manière exceptionnelle pour la session de 2020. Donc c'est une suite par rapport à ce qui a été déjà décidé pour les niveaux inférieurs. Oui. Voilà. Moi, je crois que c'est une décision sage, vu les circonstances. Les avis sont mitigés sur la question. Certaines associations, vous nous donnerez votre avis. Certains syndicats étaient pour, d'autres contre. Donc, vous pensez que personnellement, c'est un avis personnel. Je crois que c'est une décision sage, vu les conditions de la pandémie, vu les circonstances sanitaires, etc. C'est-à-dire que c'est l'aspect psychologique qui a primé. Je crois l'aspect psychologique. Et puis, des élèves, nous n'oublions pas qu'ils ont 7 mois, ils n'ont pas eu cours. Oui. Donc il faut il y a eu des la situation. Oui. L'Association nationale des parents d'élèves, notre avis sur ce point a été donné ce matin à travers les différents mass médias, radio et télévision par la vice-présidente Madame Bacha, que je salue au passage. Que l'association, vu la situation exceptionnelle que nous traversons, vu que les élèves ont eu, disons, 7 mois qu'ils n'ont pas eu cours, qu'ils n'ont pas été à l'école, vu la pression, comment dirais-je, psychologique qui a été sur les enfants, ça a été une décision acceptable et
et nous l'acceptons. Mais nous ne voulons pas que ce soit, c'est-à-dire une ouverture d'une brèche que sera chaque fois, c'est-à-dire exceptionnel. Voilà, une situation exceptionnelle, une réponse exceptionnelle, c'est-à-dire il ne faut pas la refaire une deuxième fois, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas de taux de réussite. C'est peut-être l'occasion de réformer le bac. Hein, pourquoi pas réformer le bac? On a tous peut-être, oui, on est un petit peu, on est peut-être tous à la cinquantaine, on a passé tous le bac à 3 jours. On n'a pas passé le bac à 5 jours. On n'a passé que les matières essentielles. Donc, en tant qu'association, cette décision c'est-à-dire de baisser la moyenne à 9, nous, l'association, on l'a acceptée. Au contraire, nous disons que c'était une bonne chose pour cette année. D'accord. Exceptionnel. Oui. Exceptionnel. Moi, de mon côté, je rassure les parents via votre émission et via M. Chennouf Djidoul, qui est représentant au niveau national de l'association des parents d'élèves, que vos enfants seront bien assistés par tous les partenaires de l'éducation nationale, par toute la classe qui a vraiment comme on dit, harara, d'aider l'élève, de lui venir en aide et qu'exceptionnellement ça va passer et ils n'ont pas à craindre. Nous l'espérons. Monsieur Amara, votre avis de pédagogue sur cette notation, ce rachat à 9 du baccalauréat? En fait, bien sûr, c'est une décision de tutelle. Oui. Il faut la respecter. Nos élèves. Aujourd'hui, les parents craignent pour le niveau de leurs enfants. Que leur dire Oui, aujourd'hui? il faut faire une bonne analyse. Alors, si on compare par exemple 9, 9,5, 10, 10, 10,5 et 11, alors quelquefois il n'y a pas de différence. Je dirais que des élèves qui ont pris leur bac à 10, que des élèves qui ont pris leur bac à 11 et 12, auparavant, il n'y a pas de différence. Nous, en tant que conseillers, on fait l'analyse des résultats des classes d'examen. Comment sera après l'orientation? C'est à ce niveau-là que se posera le problème. Par la suite, il faut suivre cette promotion. Il faut la suivre, voir ses résultats, les filières orientées, etc. Mais je dirais, en quelque sorte, oui, c'est une prise de décision de tutelle. Il faut la respecter, vu les mesures exceptionnelles et le retard accusé par l'élève concernant le troisième trimestre et le décrochage scolaire. Mais je vais lancer 3 messages. Il faut faire en sorte que la prise de conscience concernant le protocole sanitaire, c'est très très important. Sensibiliser à ce niveau-là. Le deuxième message, c'est il faut un travail d'équipe. Toutes les équipes, administratives et pédagogiques, l'apport des parents d'élèves, un travail de réseau. Et en dernier lieu, je dirais que l'élève, c'est le noyau de l'opération pédagogique. Il doit être pris en charge. Il faut l'informer, le sensibiliser, le prendre en charge, faire des entretiens avec les élèves, faire des groupes de parole, faire des dynamiques de groupe. C'est d'arriver avec cet élève, de le dynamiser, le motiver, etc. Tout cela est dans l'idéal. J'espère que sur la pratique, on pourra le réaliser. C'est notre travail, madame. Très bien, merci. Alors pour résumer, la rentrée scolaire, c'est pour le 21 octobre pour le primaire, le 4 novembre pour le collège et le secondaire. Des mesures sanitaires très strictes ont été mises en place au niveau des établissements. 1,5 mètre de distanciation pour tout le monde, personnel et élèves y compris, donc un élève par table. Bon, ce serait bien de garder pour le plus tard cette organisation. Le port du masque obligatoire du primaire au lycée. Aucun élève ne sera accepté sans masque à l'intérieur de l'établissement. Vous voulez rajouter quelque chose, Madame Ezaï, pour terminer? Moi, je tiens à rassurer les parents que nous mettons en place tout le dispositif nécessaire pour garantir une rentrée scolaire saine et sûre. Donc on compte sur le travail de tout le monde. Comme a dit mon collègue, c'est un vrai travail d'équipe au sein de l'établissement scolaire, que ce soit le personnel administratif ou les enseignants et aussi du côté extérieur, les parents d'élèves,
parce que cet enseignement-là, nous devons ouvrir l'école, nous devons aller vers l'enseignement dans des conditions spécifiques, comme tout le monde. Et donc, nous allons, Inch'Allah, réussir cette année scolaire. Une dernière question qui me revient à l'esprit, alors que nous sommes arrivés au terme de l'émission. En cas de contamination dans la classe ou dans l'école, quel dispositif est prévu ? Écoutez, là, on travaille avec le ministère de la Santé. Nous avons les UDS, nous avons le personnel de santé qui est là au niveau des UDS. Donc, vous savez qu'il y a la prise de température. S'il y a on ne peut pas dire des cas confirmés. Cas de contamination c'est des cas, comment dirais-je, suspects. C'est-à-dire où il y a... Donc, il est orienté, l'élève ou le personnel donc, est orienté vers le médecin. Est-ce que la classe sera confinée? Est-ce que l'école sera fermée? Là, c'est les services de santé qui vont nous dicter qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. On ne peut pas prévoir dès maintenant aux fermetures ou laisser. On ne sait pas. C'est des cas par cas. Et nous travaillons en étroite collaboration avec le service de santé. Et donc, c'est aux spécialistes de prendre la décision de ce qu'il y a lieu de faire. Mais tout ce qui est, je peux vous dire, c'est que nous assurons la bonne continuité des études dans un cadre d'hygiène et de prévention. Il faudra renforcer le rôle des UDS et les unités d'infirmerie au niveau des établissements, comme préconisé dans les mesures annoncées par le ministère de l'Éducation nationale. Merci à vous, messieurs. Merci d'avoir, messieurs, dames. Merci à vous d'avoir participé à notre émission, de nous avoir éclairé sur cette rentrée scolaire qui inquiète beaucoup les parents et qui intéresse surtout les parents d'élèves. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.